Je m'appelle Amélie, j'ai 32 ans, et j'ai passé toute ma vie à être la fille que mes parents ont oublié d'aimer. En octobre dernier, j'ai envoyé à ma famille l'invitation la plus importante de ma carrière. La réponse de mon père, il a ri et m'a traité de simple petite prof. Ma sœur a dit qu'elle était trop occupée parce qu'elle avait un dîner de prévu. Ma mère n'a même pas pris la peine d'écrire une réponse. Elle a simplement aimé le message de ma sœur et est passée à autre chose. J'ai fixé mon téléphone pendant un long moment ce soir-là. Puis j'ai répondu 3 mots. C'est pas grave. Mais ce qu'ils ne savaient pas, ce qu'aucun d'entre eux n'aurait pu prédire, c'est que 48 heures plus tard, mon père serait assis dans un restaurant bondé, faisant défiler son téléphone, quand son visage deviendrait blanc comme un linge. Parce que sur cet écran, devant des millions de téléspectateurs, c'était moi. Le soleil d'automne se couchait derrière le collège Jean Moulin quand j'ai fini d'essuyer le dernier tableau blanc. La salle 214 était ma deuxième maison depuis maintenant 8 ans. Les cartes de remerciement des élèves couvraient tout un mur. Des mots écrits à la main, au crayon, au feutre et parfois d'un trait de crayon hésitant par des enfants qui n'avaient jamais écrit de lettre avant moi. Je ramassais mon sac quand mon téléphone a vibré. Maman. Amélie. Chérie, je voulais juste te dire que Victoire a gagné son procès aujourd'hui. Le gros dossier. Tu sais, le litige pharmaceutique. J'ai souri sincèrement. C'est merveilleux, maman. Dis-lui que je la félicite. Nous prévoyons un dîner ce week-end pour fêter ça. Ton père est si fier. Il a déjà appelé tout le monde. Sa voix rayonnait pratiquement à travers le haut-parleur. Ça a l'air sympa. Oh, et avant que j'oublie, il y a eu un bruit de mouvement de son côté. En fait, ma puce, je dois rappeler Victoire. Elle attend. On se parle plus tard. D'accord, bien sûr, maman. En fait, j'avais quelque chose à. La tonalité m'a coupé la parole. J'ai fixé le téléphone. L'écran est devenu noir. Sur mon bureau se trouvait une enveloppe non ouverte. Un papier crème épais, le sceau officiel du ministère de l'Éducation nationale. Je la portais dans mon sac depuis 2 jours, attendant le bon moment pour partager la nouvelle. Je l'ai reprise, passant mon pouce sur les lettres en relief. Comité de sélection du prix national de l'enseignant de l'année. À l'intérieur se trouvait une invitation que la plupart des éducateurs ne reçoivent jamais de toute leur carrière. J'étais l'une des 4 finalistes du pays. La cérémonie aurait lieu à Paris, rue de Grenelle. Le ministre de l'Éducation remettrait le prix en personne. La chaîne parlementaire diffuserait l'événement en direct. J'ai regardé les cartes de remerciement sur mon mur. Au moins, quelqu'un pensait que j'avais de l'importance. Ce n'était pas la première fois qu'on me coupait en milieu de phrase. Il y a 3 ans, lors de ma remise de diplôme de master, papa et maman sont arrivés avec 2 heures de retard. Les embouteillages, ont-ils dit. Mais le lendemain matin, j'ai surpris maman au téléphone en train de se vanter auprès de tante Patricia. Nous sommes arrivés juste à temps pour le dîner du barreau de Victoire hier soir. Elle était sublime en acceptant ce prix. Ils étaient partis de ma cérémonie plus tôt. Ils ne me l'avaient jamais dit. Il y a 2 ans, pour mes 30 ans, personne n'a appelé. Ni papa, ni maman, ni Victoire. 3 jours plus tard, maman a envoyé un SMS, « Oh chérie, c'était ton anniversaire la semaine dernière ?» Le temps passe vite. On déjeune bientôt ensemble. Nous ne l'avons jamais fait. Noël dernier, Victoire a annoncé sa promotion comme associée principale. Papa a ouvert une bouteille de son vin des grandes occasions, celle qu'il gardait depuis 15 ans. Quand j'ai mentionné que mes élèves avaient récolté assez d'argent pour acheter de nouveaux livres pour la bibliothèque de l'école, il a hoché la tête distraitement et a interrogé Victoire sur sa prime. J'avais appris à ne plus rien attendre, mais cette lettre, c'était différent. Je l'ai relue, plus lentement cette fois. Chère mademoiselle Amélie Leroy, nous avons l'honneur de vous informer que vous avez été sélectionnée comme finaliste pour le prix national de l'enseignant de l'année. Votre nomination a été soumise par un éducateur éminent dont l'identité, selon la tradition, restera confidentielle jusqu'à la cérémonie. Un éducateur éminent,
Quelqu'un qui croyait assez en moi pour proposer mon nom pour la plus haute distinction de l'éducation française. Mon cœur battait plus fort. Peut-être que cette fois-ci serait différente. Peut-être que s'il voyait l'invitation officielle, le sceau de l'État, les mots ministère de l'Éducation et ministre, peut-être qu'alors il comprendrait enfin. J'ai ouvert notre groupe de discussion familiale et j'ai commencé à écrire. Une semaine a passé. Je portais cette invitation partout, dans mon sac, sur ma table de chevet, dans mon cœur. Je l'ai lu tellement de fois que les plis commençaient à s'user. Finalement, j'ai décidé qu'il était temps de le dire à ma famille. J'ai réécrit ce message 11 fois. Le premier brouillon était trop long. 3 paragraphes expliquant ce que le prix signifiait, sa rareté, la présence du ministre. Je l'ai supprimé. Trop désespéré. Le deuxième était trop court. Salut, je suis en lice pour un prix. Vous voulez venir? On aurait dit que je m'excusais déjà de demander. Au 11e brouillon, j'étais allé à l'essentiel. Bonjour tout le monde. J'ai une nouvelle. J'ai été sélectionné comme finaliste pour le prix de l'enseignant de l'année. La cérémonie a lieu le 15 octobre à Paris. Cela compterait beaucoup pour moi si vous pouviez être là. J'ai joint l'invitation officielle avec tous les détails. Je vous embrasse, Amélie. J'ai joint le PDF, celui avec l'entête du ministère, le sceau doré, le langage formel sur l'hommage aux meilleurs enseignants de France. Mon pouce a plané au-dessus du bouton envoyer. Pendant une minute entière, je n'ai pas pu appuyer. Et s'il disait non? Et s'il riait? Et s'il ne répondait pas du tout? Mais et si, juste pour cette fois, il venait? J'ai appuyé sur envoyer. Puis j'ai attendu. J'ai préparé le dîner, vérifié mon téléphone, corrigé des copies, vérifié mon téléphone, regardé la moitié d'un épisode de quelque chose dont je ne me souviens plus. Vérifier mon téléphone. Rien. À minuit, le message indiquait lui parler 3. Aucune réponse. Je me suis endormi avec mon téléphone sur mon oreiller, l'écran tourné vers le haut. À 7h42 le lendemain matin, j'ai été réveillé par une notification. Mon cœur a bondi. 3 petits points gris sont apparus sous le nom de papa. Il écrivait enfin. Après toutes ces années, peut-être que... Les points ont disparu, puis sont réapparus. Puis un message a surgi. Le message de papa faisait 11 mots. Juste un prix pour petite prof. Je ne vais pas à Paris pour ces bêtises. Je l'ai lu 3 fois. Chaque fois, les mots coupaient plus profondément. Juste une petite prof. Avant que je puisse digérer, la réponse de Victoire est apparue. Désolée Amélie. Marc et moi avons un dîner ce soir-là. On ne peut pas annuler. C'est important. Tu comprends, n'est-ce pas? L'emoji. Elle a même ajouté un smiley. J'ai regardé l'écran, attendant que maman dise quelque chose, qu'elle me défende, qu'elle propose de décaler le dîner, qu'elle reconnaisse que sa fille avait accompli quelque chose dont la plupart des professeurs ne font que rêver. À la place, une petite notification est apparue. Catherine Leroy a aimé le message de Victoire. C'était tout. Pas de mots. Pas de félicitations quand même, ma chérie. Pas de on fêtera ça à ton retour. Juste un pouce levé sur le rejet de ma sœur. Ma poitrine s'est serrée. Cette douleur familière s'est installée. Celle que je portais depuis mes 12 ans, en regardant papa afficher le bulletin de Victoire sur le frigo, tandis que le mien allait directement dans un tiroir. J'ai posé mon téléphone, je l'ai repris, je l'ai reposé. Que dire à des gens qui vous font comprendre si clairement que vous n'avez pas d'importance? J'ai tapé 4 mots. C'est pas grave. Ne vous inquiétez pas. Je n'ai pas pleuré. J'avais arrêté de pleurer pour ma famille il y a des années. Au lieu de cela, j'ai senti quelque chose de plus dur s'installer en moi. Une résolution. J'irai à Paris seule. Je m'assiérai dans ce public toute seule. Et que je gagne ou que je perde, je saurais que j'avais mérité ma place là-bas. Mon téléphone a encore vibré. Un autre message de Victoire. Au fait, tu devrais vraiment penser à une reconversion. Les saignements, ça ne mène nulle part.
J'essaie juste de t'aider. J'ai éteint mon téléphone. Ce soir-là, j'étais assise seule dans mon appartement, un 2 pièces au 3e étage sans ascenseur que papa avait un jour qualifié de déprimant et que Victoire décrivait comme mignon d'une manière triste. J'ai fixé mon diplôme de master au mur. Mention très bien. 3 ans de cours du soir tout en enseignant à plein temps. Papa avait raté cette remise de diplôme aussi. Mon téléphone a sonné. J'ai failli l'ignorer, mais l'identifiant disait Mamie Marthe. J'ai répondu instantanément. Amélie, ma chérie. Sa voix était chaleureuse, posée, tout ce que les voix de mes parents n'étaient pas. J'ai entendu parler de la nomination. J'ai marqué une pause. Comment as-tu? Oh, les nouvelles circulent vite dans le milieu de l'éducation. Je pouvais entendre son sourire au téléphone. Tu l'as dit à tes parents? Le silence a été ma réponse. Ah, elle avait compris. Elle comprenait toujours. Amélie, écoute-moi. As-tu lu la lettre de nomination attentivement? Oui. Elle disait que le nominateur souhaitait rester anonyme. MMH. Et elle mentionnait que cette personne avait nommé 6 enseignants au fil des ans. Mon souffle s'est coupé. Comment sais-tu ce que dit la lettre? Mamie Marthe avait été directrice d'établissement pendant 35 ans. Avant de prendre sa retraite, elle avait transformé 3 collèges difficiles en modèles d'excellence. Son nom avait un poids que je n'avais jamais pleinement saisi. Disons que j'ai de vieux amis au comité. Sa voix s'est adoucie. Amélie, je serai à la cérémonie. Je ne manquerai ça pour rien au monde. Mamie, tu n'es pas obligée de prendre le train jusqu'à. Je serai là. Son ton ne laissait aucune place à la discussion. Et Amélie, ne t'inquiète pas pour tes parents. La vérité finit toujours par trouver les gens, parfois quand ils s'y attendent le moins. Qu'est-ce que tu veux dire? Elle a marqué une pause. Concentre-toi sur ton discours, ma puce. On se voit à Paris. L'appel a pris fin. Je fixais mon téléphone, le cœur battant. Que savait-elle que j'ignorais? 2 jours avant mon départ pour Paris, maman a appelé. Amélie, nous dînons dimanche. Ton père insiste, il veut que toute la famille soit réunie. Je dois faire mes valises. C'est juste un dîner, chérie. Victoire a une nouvelle excitante à partager. Bien sûr. Je suis arrivée chez mes parents à 18h précises. La table de la salle à manger était dressée avec la belle vaisselle, celle qu'ils n'utilisaient que pour les grandes occasions. Les bougies vacillaient. Le vin respirait dans une carafe en cristal. Victoire était assise en bout de table, rayonnante. Amélie, elle s'est levée pour m'embrasser. Ravie que tu aies pu venir. Marc, son mari, a fait un signe de tête polie. Il avait toujours été silencieux dans ma famille, un observateur plutôt qu'un participant. Papa a levé son verre. Avant de manger, je voudrais proposer un toast à Victoire, qui vient de devenir associée chez un grand cabinet parisien, la plus jeune associée de l'histoire du cabinet. Associée? J'ai regardé ma sœur. Félicitations, Victoire. C'est impressionnant. Merci. Elle a lissé son chemisier en soie. Ça fait longtemps que j'y travaillais. Maman rayonnait. Tu vois, Amélie, c'est à ça que ressemble le travail acharné. De vrais résultats, un vrai succès. J'ai posé ma fourchette. Victoire. Papa a continué. Dis à Amélie quel est ton nouveau salaire. Au papa. Victoire a ri. C'est déplacé. Allez. Elle devrait savoir ce que l'ambition peut permettre d'obtenir. Victoire a haussé les épaules. Disons que c'est substantiel. 7 chiffres, a annoncé papa fièrement. Ma fille, 7 chiffres. Un silence s'est installé autour de la table. Tout le monde me regardait. C'est merveilleux, ai-je dit calmement. Papa s'est penché en avant. Alors, Amélie, quoi de neuf pour toi? Toujours avec c'est quoi déjà? Des élèves de 4e. 4e et 3e. Il a hoché la tête lentement. C'est ça. Et ta petite cérémonie dont tu as parlé.
C'est quand déjà? Mardi. Ah. Il a repris son vin. Un truc pour la fête des profs. C'est le prix national de. C'est ça, c'est ça. Il a fait un geste de la main. C'est mignon. Victoire a penché la tête, ce sourire condescendant familier sur les lèvres. Alors, Amélie, combien gagne exactement un prof de nos jours, si ce n'est pas indiscret? Je savais où elle voulait en venir. Environ 2600 € nets par mois. Victoire a regardé Marc en réprimant un rire. Chérie, c'est moins que ma prime mensuelle. Marc a remué inconfortablement sur sa chaise. Papa a hoché la tête d'un air grave. Tu vois, Amélie, c'est exactement ce que je disais. L'enseignement n'a pas d'avenir, aucun potentiel de croissance. Tu es intelligente. Tu aurais pu tout faire. J'ai fait quelque chose. Ma voix est restée stable. J'ai choisi d'enseigner. Mais pourquoi? Maman s'est penchée, sincèrement confuse. Tu aurais pu être avocate comme Victoire ou entrer dans les affaires comme ton père. Au lieu de ça, tu es coincée dans une salle de classe avec les enfants des autres. J'aime mes élèves. L'amour ne paie pas les factures, a dit papa. Mes factures sont payées. Tout juste, Victoire a siroté son vin. Je veux dire, cet appartement où tu habites? Sans vouloir t'offenser, c'est un peu. Un peu quoi? Elle a haussé les épaules. Triste. C'est triste, Amélie. J'ai posé ma serviette lentement, délibérément. Je suis désolée que ma vie ne réponde pas à vos critères. On s'inquiète juste pour toi. La voix de maman a pris ce ton de victime qu'elle utilisait comme une arme. Pour quelqu'un de doué pour être sous-payé, peut-être. Victoire l'a murmuré entre ses dents, mais j'ai entendu chaque mot. Puis quelque chose d'inattendu est arrivé. Marc s'est raclé la gorge. Il s'est penché vers moi, sa voix assez basse pour que moi seul puisse l'entendre. Pour ce que ça vaut, a-t-il dit doucement. Je pense que ce que tu fais est important. Ma maîtresse de CM1 a changé ma vie. Nos regards se sont croisés. Il a hoché la tête une fois, puis a détourné les yeux. J'ai gardé ce moment en mémoire. Le premier indice d'un allié en territoire ennemi. Le dessert est arrivé. Je n'avais pas touché à mon plat principal. Je devrais y aller. Je me suis levée, cherchant mon sac. Train matinal demain. Déjà? Maman a froncé les sourcils. Mais nous n'avons même pas parlé de la fête pour la promotion de Victoire. C'est le mois prochain. On loue un salon sur les quais. Je vérifierai mon calendrier. Victoire a ricané. Laisse-moi deviner. Tu voyages en seconde classe pour ta petite cérémonie, salaire de prof oblige. Je me suis arrêtée sur le pas de la porte, je me suis retournée. En fait, le ministère de l'Éducation couvre tous les frais de déplacement. J'ai gardé une voix calme, presque agréable. Première classe. La table est devenue silencieuse. La fourchette de papa s'est arrêtée à mi-chemin de sa bouche. Le ministère de l'Éducation pour un prix de prof. C'est un prix national, papa. J'ai soutenu son regard. Diffusé en direct à la télévision. Le ministre le remet personnellement, mais vous ne pouviez pas le savoir. Pourquoi je ne le saurais pas? Parce que tu n'as pas lu l'invitation que je t'ai envoyée. Personne n'a parlé. Le sourire de Victoire a vacillé. Quoi qu'il en soit, j'ai enfilé mon manteau. Félicitations encore, Victoire. Amuse-toi bien à ta fête. J'ai conduit jusqu'à chez moi en silence. Pas de radio, pas de podcast, juste le ronronnement du moteur et mes propres pensées. À un feu rouge, mon téléphone a vibré. Une notification de mail. Mademoiselle Leroy, ici Sarah de la rédaction éducation du journal Le Monde. Nous souhaiterions une brève interview avant la cérémonie de mardi. Votre nomination suscite un intérêt significatif. Veuillez confirmer votre disponibilité dès que possible. Le Monde, je l'ai lu 2 fois, 3 fois. Ma famille pensait que j'allais à une petite fête de quartier, une tape dans le dos. Ils n'en avaient aucune idée. Et pour la première fois,
j'ai réalisé que je ne voulais pas leur dire. Qu'ils le découvrent par eux-mêmes. Certaines vérités sont mieux découvertes que délivrées. Lundi matin, ma valise était près de la porte. Un seul sac modeste, soigneusement rangé, une robe professionnelle, des chaussures confortables, le discours que j'avais réécrit 40 fois. Monsieur le roi, mon proviseur, a appelé juste au moment où je fermais à clé. Amélie, je voulais vous attraper avant votre départ. Sa voix portait une chaleur sur laquelle j'avais appris à compter au fil des ans. Tout le collège vous soutient. Nous organisons une retransmission dans la salle polyvalente. Monsieur le roi, c'est. Vous n'êtes pas obligé. Vous plaisantez? Le collège Jean Moulin n'a jamais eu de finaliste pour le prix national. C'est historique. Il a marqué une pause. Amélie, savez-vous qui vous a nommé? La lettre disait qu'il souhaitait rester anonyme. Eh bien, je suis dans l'éducation depuis 30 ans et j'entends des choses. Sa voix a baissé d'un ton. La personne qui a proposé votre nom est une légende dans notre domaine. Elle n'a nommé que 6 enseignants dans toute sa carrière. Mon pouce est accéléré. 6. Et les 6 ont gagné? J'ai serré mon téléphone plus fort. Qui est-ce? Je ne peux pas le dire avec certitude, mais Amélie. Elle a été directrice pendant 35 ans, a transformé 3 établissements en difficulté. Le ministre l'appelle personnellement pour demander conseil. Il a laissé un silence. Quiconque vous a nommé ne l'a pas fait à la légère. Ils ont vu quelque chose d'extraordinaire. Amélie, allez à Paris. Gardez la tête haute. Et Amélie, sa voix s'est adoucie. Votre famille ne comprend peut-être pas ce que vous avez bâti, mais nous le comprenons. Vos élèves aussi, et c'est ce qui compte. J'ai raccroché. Mon esprit s'emballait. Une femme, une éducatrice légendaire, 35 ans de direction. Ce n'était pas possible. Mon téléphone a vibré. Un SMS de Mamie Marthe. Bon voyage, ma puce. J'ai hâte de te voir demain. J'ai quelques vieux amis qui sont très impatients de te rencontrer. De vieux amis. Que préparait-elle? Le trajet en TGV vers Paris était surréaliste. La première classe signifiait de l'espace, du calme. Un chauffeur attendait aux arrivées à la gare de Lyon. Il tenait une pancarte avec mon nom. Il a pris mon sac, a ouvert ma portière et m'a conduite au Palace Le Meurice, un hôtel que je n'avais vu que dans les films. Le hall brillait de lustres en cristal, de sol en marbre, un personnel en uniforme impeccable qui m'accueillait par mon nom. Mademoiselle Leroy, bienvenue. Votre suite est prête. S'il y a quoi que ce soit dont vous avez besoin, n'hésitez pas. Suite. Pas chambre. Suite. J'ai rencontré les 3 autres finalistes à la réception ce soir-là. Michel de Toulouse, un prof de sciences qui avait monté un programme de robotique dans une zone défavorisée. Priya de Strasbourg, une prof de français langue étrangère qui aidait les enfants immigrés à trouver leur voie. David de Marseille, un prof spécialisé qui avait développé de nouvelles techniques pour les élèves non-verbaux. Nous étions tous nerveux, tous humbles, tous un peu dépassés. Tu peux croire ça? A chuchoté Priya en désignant la salle remplie de responsables de l'éducation. Hier, je corrigeais des dictées. Michel a hoché la tête. Mon proviseur a dû me convaincre que la lettre de nomination n'était pas un canular. Nous avons ri, le rire soulagé de gens qui avaient passé leur carrière à être sous-estimés. Puis quelqu'un m'a tendu le programme de la cérémonie du lendemain. J'ai parcouru la liste des participants, membres du comité, recteur, président d'université. Puis je l'ai vu. Invité d'honneur, Marthe Reynolds. Pas invitée, pas participante, invitée d'honneur. Ma grand-mère ne venait pas seulement pour me soutenir. Elle était honorée elle-même. Que avait-elle fait? Que se passait-il demain? Je l'ai trouvée dans le hall de l'hôtel le lendemain matin. Mamie Marthe était assise dans un fauteuil près de la fenêtre. La lumière du matin accrochait l'argent de ses cheveux. À 84 ans, elle se tenait toujours comme la directrice qu'elle avait été. Le dos droit, le regard vif, commandant le respect sans le réclamer.
Elle s'est levée quand elle m'a vue. Son étreinte était forte. Ma petite, a-t-elle murmuré. Ma brillante et belle petite. Mamie, j'ai reculé pour chercher son visage. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi es-tu l'invitée d'honneur? Elle a souri, le sourire de quelqu'un qui garde un secret merveilleux. Assieds-toi avec moi, Amélie. Nous nous sommes installés. Elle a pris mes mains dans les siennes. J'observe ta carrière depuis le jour où tu as mis les pieds dans ta première salle de classe. Ses yeux brillaient. Chaque élève que tu as sauvé. Chaque parent qui m'a dit comment tu restais tard pour aider son enfant. Chaque collègue qui a dit que tu lui donnais envie d'être un meilleur prof. Tu as collectionné des histoires sur moi. J'ai collectionné des preuves. Elle a serré mes mains. Amélie, il y a 6 ans, je voulais te nommer, mais tu n'étais pas prête. Tu n'avais pas encore trouvé ta voie, alors j'ai attendu. Ma gorge s'est serrée. La lettre de nomination disait, 6 enseignants, 30 ans, les 6 sont gagnés. Elle a hoché la tête. Je ne propose pas de nom à la légère. Quand je recommande quelqu'un, le comité écoute parce qu'ils savent que j'ai fait mes devoirs. Mamie, il y a plus. Elle s'est penchée plus près. Ce soir, pendant la cérémonie, un ancien élève parlera de chaque finaliste. J'ai fait en sorte que l'un des tiens soit ici. Quelqu'un dont tu as changé la vie. Qui? Tu verras. Ses yeux pétillaient. Et Amélie, ne t'inquiète pas pour tes parents. Ils verront la diffusion. Tout le pays la verra. Et quand ils la verront, ils comprendront enfin ce qu'ils ont été trop aveugles pour remarquer. Elle a embrassé mon front. Maintenant, va répéter ton discours. Tu vas en avoir besoin. Pendant que je me préparais à Paris, à 450 km de là à Lyon, ma sœur déjeunait. Je ne le savais pas à l'époque. Je l'ai appris plus tard par des captures d'écran qui finiraient par circuler sur les réseaux sociaux, partagées par des gens qui étaient à cette table. Victoire avait choisi une brasserie chic en centre-ville. Ses compagnons étaient 3 collègues avocats de cabinets rivaux. L'une d'elles, Mégane, a levé les yeux de sa salade. « Et, ta sœur n'est pas prof ? J'ai vu passer un truc en ligne sur une remise de prix national aujourd'hui. » Victoire a balayé l'idée d'un revers de main. « Oh, ça, c'est juste un truc de prof. Tu sais comment c'est. Tout le monde reçoit une médaille. » Mes enseignants de l'année au niveau national, une autre femme, Johanna, a semblé sceptique. Ça a l'air assez important. S'il te plaît, Victoire a ri. Ce n'est pas comme si elle gagnait un prix Nobel. C'est juste de l'enseignement. Mégane et Johanna ont échangé un regard. Enseigner, c'est en fait très dur, a dit Mégane prudemment. Le maître de mon fils lui a pratiquement sauvé la mise l'année dernière. Victoire a siroté son vin. Je suis sûre qu'Amélie est douée dans ce qu'elle fait, mais soyons honnêtes, si elle avait de la vraie ambition, elle ne se serait pas contentée d'un petit salaire de fonctionnaire et d'une salle de classe pleine d'enfants des autres. La table est devenue silencieuse. Ce que Victoire ne savait pas, ce que personne à cette table ne lui a dit, c'est que Johanna n'était pas seulement avocate. Avant de pivoter vers le droit, elle avait passé 5 ans comme journaliste éducation. Elle avait encore ses contacts et elle avait son téléphone sorti, prenant des notes sur la conversation. Certaines personnes creusent leur propre tombe avec leurs mots. Ils ne s'en rendent compte que lorsque la terre commence à tomber. Ce soir-là, le 15 octobre, à 19h47, la famille Leroy est arrivée dans un restaurant étoilé de Lyon. Victoire avait réservé la meilleure table, vue sur le Rhône, nappe blanche, une bouteille de champagne dans un seau en argent. À Victoire, papa a levé son verre. Associé à 36 ans. Je ne pourrais pas être plus fière. À Victoire, a répété maman, ses boucles d'oreilles en diamant captant la lumière des bougies. Ils ont trinqué, on ri, on commandé des entrées qui coûtaient plus cher que ce que je gagnais en une journée. C'est comme ça qu'on fête les vraies réussites, a dit papa en se renversant dans sa chaise. Pas avec une remise de certificat dans un gymnase de collège. Victoire a souri. En parlant de ça, le petit truc d'Amélie n'a pas lieu en ce moment ? Maman a regardé sa montre. Je suppose, elle a dit que ça commençait à 20h.
Je me demande combien de personnes sont là. Victoire a ricané. 20? 30? Probablement une petite salle de réunion. Papa a acquiescé, des sandwichs pas frais et une présentation PowerPoint. Marc, le mari de Victoire, restait silencieux. Il fixait son assiette, la mâchoire serrée, visiblement mal à l'aise. Quand Victoire s'est moqué du petit truc d'Amélie, il a ouvert la bouche comme pour parler, puis a croisé le regard tranchant de Victoire et a regardé ailleurs. « Tu sais, a dit maman, je me sens un peu mal. On aurait peut-être dû envoyer des fleurs ou quelque chose comme ça. » « Pourquoi faire ?» a rétorqué Victoire. « C'est une prof, maman. Il distribue ses prix constamment. Meilleure assiduité. Plus beau tableau d'affichage. Ça ne veut rien dire. C'est quand même ma fille et elle a choisi sa voie. » La voix de papa s'est durcie. Nous lui avons offert des opportunités. Elle les a toutes rejetées. Si elle veut gâcher son potentiel à jouer à la maîtresse, c'est son choix. Marc s'est raclé la gorge. En fait, je crois que ce sont des collégiens. Et la nomination disait bien enseignant national 2. Marc. Victoire lui a lancé un regard. Pas maintenant. Il s'est tu. À l'autre bout du pays, à Paris, les lumières de la grande salle du ministère s'éteignaient. 2000 personnes ont pris place, les caméras étaient prêtes à tourner, et je me suis mise en position derrière le rideau, le cœur battant. La grande salle était à couper le souffle. Des lustres en cristal projetant une lumière dorée sur une mer de tables rondes drapées de blanc. Des drapeaux français flanquant une scène qui semblait immense. Et des caméras. Tellement de caméras positionnées sous tous les angles. Une assistante de production a touché mon coude. « Mademoiselle Leroy, vous entrerez par la gauche quand on appellera votre nom. Suivez simplement le projecteur. » J'ai hoché la tête, ne faisant pas confiance à ma voix. Par une fente du rideau, j'ai repéré Mamie Marthe au premier rang, assise directement derrière un écriteau indiquant invité d'honneur. Elle portait son meilleur tailleur bleu marine, les boucles d'oreilles en perles que grand-père lui avait offertes il y a 50 ans. Ses yeux brillaient déjà. Le ministre de l'Éducation s'est approché du pupitre. Les caméras se sont tournées vers lui. « Bonsoir. Nous sommes ici ce soir pour honorer les meilleurs éducateurs de France. » J'ai senti mon téléphone vibrer dans ma pochette. Un SMS de mamie. « Je suis si fière de toi. Tes parents verront bientôt ce que j'ai toujours su. Le pays entier va rencontrer l'Amélie que j'aime. » Le pays entier. La chaîne d'infos diffusait en direct. Des journalistes de tous les grands médias prenaient des notes. Et à Lyon, ma famille mangeait du foie gras, se moquant de ce qu'ils pensaient être une petite kermesse. Représentant le meilleur de ce que l'éducation peut être, a continué le ministre. Des enseignants qui vont au-delà du programme, qui voient du potentiel là où d'autres voient des problèmes, qui changent des vies un élève à la fois. J'ai fermé les yeux, respiré. Quoi qu'il arrive ensuite, j'avais mérité ma place ici. Pas grâce à l'approbation de ma famille. Pas grâce à l'argent, au statut ou au prestige. Parce que j'étais présente chaque jour depuis 12 ans pour des gamins qui n'avaient personne d'autre. Mon nom a été appelé. Je suis entrée dans la lumière. Avant d'annoncer nos résultats finaux, a dit le ministre, chaque finaliste entendra le témoignage d'un ancien élève dont il a touché la vie. Veuillez accueillir Lucas Thompson. Mon cœur s'est arrêté. Lucas, le petit Lucas Thompson, qui s'asseyait au fond de ma classe avec des chaussures trouées et la faim dans les yeux, qui rendait des devoirs écrits sur des serviettes en papier parce qu'il ne pouvait pas s'offrir de cahier, qui m'avait dit un jour qu'il serait probablement mort à 20 ans. Mais l'homme qui marchait vers le micro n'était plus petit. Lucas Thompson mesurait 1,80 m, les épaules larges dans un costume parfaitement taillé. Un badge de l'internat des hôpitaux de Paris pendait à sa poche. À 28 ans, il était interne en 2e année de chirurgie pédiatrique. Quand j'avais 16 ans, a commencé Lucas, sa voix ferme, j'étais sans abri. Le public est devenu silencieux. Ma mère était en prison. Je dormais dans ma voiture. J'avais abandonné tout espoir. L'école, la vie, moi-même. Puis je suis entrée dans la classe de français de Mademoiselle Leroy.
Il a marqué une pause, m'a regardé directement. Elle remarquait des choses. Que j'avais toujours faim, que je portais les mêmes vêtements tous les jours, que je sursautais quand les gens bougeaient trop vite. Sa voix a tremblé légèrement. Elle ne l'a jamais crié sur les toits. Elle ne m'a jamais fait sentir comme un cas social. Elle a juste aidé. J'ai senti les larmes monter. Elle m'achetait de la nourriture, me conduisait à des entretiens pour des bourses, restait après les cours pendant des heures pour m'aider avec mes dossiers d'inscription. Quand j'ai été acceptée en médecine, Mademoiselle Leroy a été la première personne que j'ai appelée. Pas parce qu'elle était ma prof, parce qu'elle était le premier adulte qui ait jamais cru que je pouvais être quelqu'un. Lucas a essuyé ses yeux. Mademoiselle Leroy n'a pas sauvé ma vie avec de grands gestes. Elle l'a sauvée avec de petits actes de gentillesse, chaque jour. Je suis médecin aujourd'hui grâce à elle. Le public s'est levé comme un seul homme. 2000 personnes debout, applaudissant pour moi. Les applaudissements se sont calmés. Le ministre de l'Éducation est revenu au pupitre avec une enveloppe crème. Le comité de sélection a examiné des centaines de nominations. Les 4 finalistes que vous avez vus ce soir représentent l'excellence absolue, il a marqué une pause. Mais un seul peut recevoir notre plus haute distinction. Je ne pouvais plus respirer. À côté de moi, Priya m'a serré la main. Michel a fermé les yeux. Le ministre a brisé le sceau. L'enseignante de l'année 2024 est. Silence. 2000 personnes retenant leur souffle. Amélie Leroy, de Lyon. La salle a explosé. Je n'ai pas bougé. Je ne pouvais pas. Priya a dû me pousser physiquement. Vas-y. Elle riait à travers ses larmes. Vas-y. La marche vers cette scène a ressemblé à un rêve. Les lumières floues, les applaudissements tonitruants, les visages souriants, 2000 inconnus debout pour célébrer une prof d'un collège de banlieue qui avait simplement refusé d'abandonner ses élèves. Le ministre m'a serré la main. Les flashs ont crépité. Dans la foule, j'ai repéré Lucas. Il pleurait ouvertement maintenant, applaudissant si fort que ses mains devaient lui faire mal. Nos regards se sont croisés. Il a articulé 2 mots. Merci. Non. Merci à toi Lucas, d'être devenu la preuve que ce que je fais a de l'importance. Quelqu'un m'a tendu un trophée en cristal si beau que j'avais peur de le tenir. Félicitations, Mademoiselle Leroy. Le ministre s'est penché. Votre grand-mère est une force de la nature. Elle disait à tout le monde que vous gagneriez depuis des mois. J'ai regardé le public, j'ai trouvé Mamie Marthe au premier rang. Elle sanglotait ouvertement, joyeusement, ses mains jointes comme pour une prière. Je ne l'avais jamais vue pleurer auparavant. Au bas de l'écran, un bandeau d'informations est apparu sur les chaînes d'infos. Flash, l'enseignante lyonnaise Amélie Leroy nommée enseignante de l'année, nommée par la légendaire Marthe Reynolds. Des millions de Français ont vu ce titre, y compris 3 personnes dans un restaurant étoilé qui venaient de commander le dessert. Lyon, 20h52. Pierre Leroy a essuyé sa bouche avec sa serviette en lin et a pris son téléphone. Une habitude, vérifier les nouvelles. Une notification d'alerte info était en haut de son écran. Il a failli l'ignorer. Puis il a vu la photo. Sa main s'est figée. L'image montrait une femme sur scène serrant la main d'un homme en costume sombre. Derrière eux, un écran géant affichait les mots enseignants de l'année 2024. La femme était sa fille. Pierre ? Catherine a remarqué son expression. Qu'est-ce qu'il y a ? Une mauvaise nouvelle de la bourse ? Il ne pouvait pas parler. Il a tendu le téléphone d'une main tremblante. Catherine l'a pris, a plissé les yeux. Son visage est devenu livide. C'est Amélie. Quoi ? Victoire a attrapé le téléphone. Son verre de vin a basculé. Le liquide rouge s'est répandu sur la nappe blanche. Non, non, ce n'est pas possible. Elle a dit que c'était juste une petite cérémonie. Le ministre, a chuchoté papa. Elle serre la main du ministre. Marc s'est penché pour regarder. Son expression était illisible. C'est en direct, a-t-il dit doucement. C'est sur toutes les chaînes.
Victoire a fait défiler frénétiquement. Plus de photos. Amélie au pupitre. Amélie recevant un trophée. Amélie entourée de dignitaires qui applaudissent. Et puis la vidéo. Un jeune homme à un micro. Des larmes coulant sur son visage. Mademoiselle Leroy n'a pas sauvé ma vie avec de grands gestes. Elle l'a sauvée avec de petits actes de gentillesse chaque jour. Oh mon Dieu! La voix de Victoire était à peine audible. C'est en fait un truc énorme. Le restaurant continuait de vivre autour d'eux. Les serveurs bougeaient. Les clients riaient. La famille Leroy restait pétrifiée au milieu de tout ça. À Paris, j'étais au pupitre, serrant mon trophée, regardant 2000 visages qui attendaient que je parle. Le téléprompteur était prêt. J'avais écrit un discours prudent. Des statistiques sur le financement de l'éducation, des platitudes sur l'importance des profs. Je l'ai ignoré. En grandissant, ai-je commencé, ma voix étonnamment stable. On m'a dit que l'enseignement n'était pas une vraie carrière. Le public a bougé. Ce n'était pas le discours de gratitude attendu. On m'a dit que je gâchais mon potentiel, que je n'arriverais jamais à rien, que le succès signifiait l'argent, et que les profs. J'ai marqué une pause. Les profs n'étaient que des gens qui n'avaient pas pu réussir ailleurs. Silence. Mais ce soir, je suis ici grâce à une personne qui n'a jamais cessé de croire en moi. J'ai trouvé les yeux de Mamie Marthe dans la foule. Ma grand-mère, Marthe Reynolds. La caméra s'est tournée vers elle. Elle a pressé une main sur son cœur. Mamie, tu m'as appris quelque chose que mes parents n'ont jamais pu m'apprendre. Que le succès ne se mesure pas au salaire ou au statut. Il se mesure aux vies que l'on touche, aux élèves que l'on élève, aux graines que l'on plante et qui fleurissent longtemps après notre départ. J'ai pensé à Lucas, aux centaines d'élèves qui étaient passés par ma classe, aux cartes de remerciement sur mes murs. À tous les enseignants qui nous regardent ce soir, votre travail est important. Votre sacrifice est important. Vos élèves se souviendront de vous longtemps après avoir oublié ce que vous leur avez enseigné. Ils se souviendront de ce que vous leur avez fait ressentir. J'ai regardé directement la caméra principale, et à tous ceux à qui on a déjà dit qu'ils n'étaient pas assez bien, vous l'êtes. Votre valeur n'est pas déterminée par les gens qui refusent de la voir. Trouvez les gens qui la voient. Accrochez-vous à eux et ne vous excusez jamais de suivre votre cœur. L'ovation debout a duré 3 minutes entières. Je n'ai jamais mentionné mes parents par leur nom. Je n'en avais pas besoin. Tous ceux qui regardaient savaient qu'ils n'étaient pas là. Le téléphone a commencé à sonner avant même que les applaudissements ne s'arrêtent. Dans le restaurant lyonnais, l'écran de Pierre s'est allumé avec appel après appel. Ses amis du club de golf, ses collègues. Il a laissé passer les appels vers la messagerie. Celui de son frère. Et Amélie est partout aux infos. Tu dois être si fière. Vous regardez ça d'où? Messagerie. Le téléphone de Catherine vibrait. Leur voisine, le club de lecture, tous posant la même question. Pourquoi n'êtes-vous pas avec Amélie? Pour Victoire, c'était pire. Des messages affluaient de collègues, d'amis de la faculté de droit, de connaissances lointaines. J'ai vu ta sœur à la télé. Trop cool. Pourquoi tu n'étais pas à la cérémonie? Tout va bien? Je viens de voir le discours. Elle a mentionné quelqu'un qui a cru en elle. C'est toi, n'est-ce pas? Victoire a fixé ce dernier message. Le mensonge serait si facile. Oui, bien sûr. Je suis son premier soutien. Mais les gens avaient vu la diffusion. Ils avaient entendu Amélie remercier sa grand-mère et seulement sa grand-mère. Une femme s'est approchée de leur table. Des cheveux gris, un visage aimable. Excusez-moi. Je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer. Vous êtes la famille d'Amélie Leroy? Elle a désigné le téléphone toujours serré dans la main de Catherine. Je viens de la voir gagner à la télé. Vous devez être si fier. Pierre a tenté un sourire. Oui, très fier. Le visage de la femme a changé. Attendez, pourquoi n'êtes-vous pas à la cérémonie? Paris, ce n'est qu'à 2 heures de train. Catherine a bafouillé. Il n'y avait plus de billets.
Plus de billets? La femme a froncé les sourcils. On peut y aller en voiture. Pierre va bien à Paris pour ses réunions. Les femmes ont échangé un regard, celui qui communique des volumes sans mots. Catherine a posé sa tasse de thé et est partie plus tôt, mais le pire était réservé à Victoire. Les captures d'écran avaient circulé. Le Twitter juridique s'enflammait. Un journal local a publié un petit entrefilet. Les commentaires d'une avocate sur sa sœur enseignante deviennent viraux. Le lundi suivant, Victoire a été discrètement retirée d'un gros dossier pour une association caritative. Ce n'est pas une punition, a dit son associé principal. C'est une question d'image. Le client a spécifiquement demandé un autre avocat. Personne n'a mentionné le message sur les réseaux sociaux directement. Il n'en avait pas besoin. Victoire a appris quelque chose d'important. La réputation n'est pas seulement une question de procès gagné. C'est ce que les gens croient que vous êtes quand personne ne regarde. Les actions ont des conséquences. Parfois, elles mettent juste une semaine à arriver. 2 semaines après Paris, j'ai accepté de dîner chez mes parents. Pas parce que je le voulais, parce que j'étais prête. La maison était la même. Mais quand j'ai franchi la porte, tout semblait différent. Ma famille était déjà assise au salon. Personne ne s'est levé pour m'accueillir. Amélie. Papa s'est raclé la gorge. Nous devons parler de ce qui s'est passé. Je suis restée debout. Ce qui s'est passé? J'ai gagné un prix. Vous n'êtes pas venu. Voilà ce qui s'est passé. C'est plus compliqué que ça, l'est-ce vraiment? J'ai gardé une voix égale. Parce que de là où je suis, c'est assez simple. Je vous ai invité à la soirée la plus importante de ma carrière. Vous vous êtes moqué de moi et vous êtes allé au restaurant à la place. Maman se tordait les mains. On ne savait pas que c'était si important. Je vous ai envoyé l'invitation. Il y avait écrit national. Il y avait écrit ministre. Il y avait écrit diffusion en direct. J'ai regardé chacun d'eux à tour de rôle. Quelle partie n'était pas claire? Victoire s'est levée brusquement. Très bien. Tu veux des excuses? Je suis désolée que nous ne soyons pas venus à ta cérémonie. Tu es contente maintenant? Non, Victoire. Je ne veux pas d'excuses. Alors qu'est-ce que tu veux? J'ai pris une inspiration. Je veux que vous compreniez quelque chose. Pendant 32 ans, j'ai essayé de gagner votre respect, d'être votre fierté, de prouver que mes choix étaient valables, même s'ils n'étaient pas ceux que vous auriez fait. J'ai marqué une pause. J'ai fini d'essayer. La salle est devenue silencieuse. Mes mains tremblaient légèrement. J'ai appris quelque chose à Paris. Vouloir quelque chose ne signifie pas qu'on en a besoin pour survivre. Qu'est-ce que ça veut dire? La voix de papa était tranchante. Ça veut dire que les choses vont changer. Papa s'est penché en avant. Amélie, tu surréagis. On a fait une erreur. Les gens font des erreurs. Une erreur, c'est oublier un anniversaire. Ce que vous avez fait était délibéré. Délibéré? A-t-il ricané. Nous n'avons pas délibérément. Vous avez lu mon invitation. Ma voix n'a pas faibli. Vous avez vu exactement ce que c'était, et vous avez décidé consciemment que le dîner avec Victoire était plus important. Ce n'est pas une erreur. C'est un choix. Les yeux de maman se sont remplis de larmes. Amélie, s'il te plaît. Tu nous fais du mal. Je vous fais du mal? J'ai failli rire. Maman, tu as aimé le message de rejet de Victoire. Tu n'as pas dit un mot pour me défendre. Tu ne le fais jamais. Je ne pensais pas à mal. Alors que pensais-tu? Elle n'avait pas de réponse. Victoire a croisé les bras. Tu es incroyablement dramatique. Un seul événement manqué et soudain nous sommes les méchants. Un seul événement. Je me suis tournée pour lui faire face. Ce n'est pas une question d'un seul événement, Victoire. C'est une question de 32 ans passés en second plan, à être ignorés, à voir chaque réussite minimisée pendant que les tiennes étaient célébrées. Ce n'est pas vrai. Tu as traité ma carrière de petite prof.
Tu as dit à tes amis que mon prix n'avait aucun sens. Tu as posté de fausses félicitations sur les réseaux sociaux pendant que les preuves de tes vraies paroles devenaient virales. J'ai secoué la tête. Tu n'as même pas pu être honnête sur le peu d'estime que tu as pour moi. Le visage de Victoire a rougi. Pour une fois, elle n'avait rien à dire. Papa s'est levé, essayant de reprendre le contrôle. Ça suffit. C'est une affaire de famille. On va régler ça en privé, entre adultes. Non. Le mot est sorti calme, certain. On ne réglera pas ça en prétendant qu'il ne s'est rien passé. C'est ce qu'on a toujours fait. C'est comme ça qu'on en est arrivé là. Alors qu'est-ce que tu suggères ? J'ai regardé mon père, l'homme qui avait passé toute ma vie à mesurer ma valeur en euros. Je suggère que vous commenciez à écouter. J'ai ramassé mon manteau et mon sac. Où vas-tu ? La voix de maman est montée dans les aigus. Nous n'avons pas fini. Si, nous avons fini. Je me suis retournée sur le pas de la porte. Je ne voudrais pas de ma vie, mais j'en ai fini d'être la dernière roue du carrosse. Celle qui vient quoi qu'il arrive, peu importe comment elle est traitée. Celle qui s'excuse d'exister. Amélie, a commencé papa. Laisse-moi finir. Ma voix portait une force que je ne me connaissais pas. Désormais, j'assisterai aux événements familiaux quand je serai traitée avec respect. Je répondrai aux appels quand j'aurai envie de parler. Je viendrai vous voir quand je serai la bienvenue. Vraiment la bienvenue, pas juste tolérée. Victoire a levé les yeux au ciel. Alors, tu nous donnes des règles maintenant ? Je me donne des limites. C'est différent. C'est ridicule. Le visage de papa était cramoisi. Nous sommes tes parents. Tu ne peux pas juste. Je peux et je le fais. J'ai croisé son regard. Vous avez passé 32 ans à m'enseigner que ma valeur dépendait de votre approbation. Il m'a fallu trop de temps pour apprendre que vous aviez tort. Maman pleurait maintenant de vraies larmes. Une partie de moi voulait la consoler. Les vieilles habitudes. Mais une autre partie, celle qui s'était tenue sur cette scène à Paris, celle qui avait entendu Lucas décrire comment j'avais changé sa vie, celle qui avait enfin compris sa propre valeur, cette partie-là a tenu bon. Si vous voulez faire partie de ma vie, vous devez me voir. Vraiment me voir. Pas la fille que vous auriez voulu que je sois, pas la prof dont vous avez honte. Moi. J'ai ouvert la porte d'entrée. L'air frais de l'automne s'est engouffré. J'espère que vous pourrez le faire, ai-je dit doucement. Mais si vous ne le pouvez pas, je survivrai. J'ai bâti une belle vie, une vie pleine de sens, avec ou sans votre bénédiction. Je suis sortie. La porte s'est refermée doucement derrière moi. Je n'ai pas regardé en arrière. 6 mois plus tard, la lumière du soleil printanier traversait les fenêtres de mon nouvel appartement, un grand 3 pièces avec balcon. Le prix était accompagné d'une prime que je n'attendais pas, assez pour un apport pour un vrai chez moi. J'étais dans ma cuisine, préparant des plans de cours. Sur le mur était accrochée une photo de Paris. Mamie Marthe et moi, les bras l'une autour de l'autre, pleurant et riant en même temps. Mon téléphone a vibré. Lucas. Mademoiselle Leroy, j'ai eu mon premier choix pour mon internat en chirurgie. J'ai failli renverser mon café. Lucas, c'est incroyable. Je n'y serais pas arrivé sans vous. Je voulais que vous le sachiez avant de le poster n'importe où. Après avoir raccroché, je suis restée avec ce sentiment. La fierté, le but, le genre de satisfaction qu'aucun salaire ne peut acheter. Mon calendrier indiquait une conférence la semaine prochaine devant 3000 enseignants. Le collège m'avait organisé une fête à mon retour. Les élèves avaient fait des banderoles. En avril, j'ai été reçue à l'Élysée. Le président lui-même m'a serré la main. Merci pour ce que vous faites, a-t-il dit. J'ai pensé à mon père, qui avait un jour qualifié ma carrière de petite prof. Je me suis demandé s'il regardait. Moi, Amélie Leroy, serrant la main du chef de l'État. Ma famille appelait encore parfois. Maman plus que papa. Victoire rarement. Je répondais quand j'en avais envie. C'était ça la différence.
Je n'attendais plus près du téléphone en espérant leur approbation. J'avais trouvé mes gens, mon but, ma paix. C'était assez. C'était tout. Sur mon bureau se trouvait une lettre du ministère. Ils voulaient filmer un court documentaire sur Mamie Marthe et moi, 2 générations d'enseignantes, l'héritage que nous avions bâti. À côté se trouvait une petite enveloppe crème, sans adresse de retour, mais j'ai reconnu l'écriture. Celle de papa. Je l'ai ouverte lentement. Amélie, j'ai eu tort sur ta carrière, sur ce qui compte, sur toi. Je n'attends pas de pardon. Je voulais juste que tu saches que je suis désolée, ton père. Je l'ai lu 2 fois, je l'ai posée délicatement. Il y a 6 mois, cette lettre aurait tout représenté pour moi. J'aurais appelé immédiatement, je serais accourue. Maintenant, je ressentais quelque chose de différent. Pas de la colère, pas de la revanche, de la paix. Je répondrai éventuellement, quand je serai prête, selon mes conditions. Dehors, le printemps s'éveillait. Les cerisiers en fleurs, les nouveaux départs, le cycle du renouveau que les enseignants comprennent mieux que quiconque. Chaque mois de septembre est un nouveau commencement, chaque classe une chance de changer des vies. J'ai pensé à ce soir-là au restaurant. Le visage de papa devenant blanc. Les appels qui affluaient. Le moment où ils avaient enfin vu ce que j'étais depuis le début. Mais voici ce que j'ai appris. Je n'avais pas besoin de ce moment pour moi-même. Je connaissais déjà ma valeur. Parfois, les gens que nous aimons le plus sont les derniers à nous voir clairement. Parfois, ils ne nous voient jamais. Et il faut que ce soit acceptable. Ma grand-mère m'a dit un jour que les meilleurs enseignants n'enseignent pas des matières. Ils enseignent à des élèves. Ils voient du potentiel là où d'autres voient des problèmes. Ils plantent des graines qui fleurissent longtemps après leur départ. Je comprenais maintenant. Elle m'avait enseigné tout au long du chemin. Pas seulement comment être une éducatrice, mais comment être moi-même. Et c'était, au final, la seule leçon qui importait vraiment. Cette histoire nous rappelle avec force que notre valeur intrinsèque ne dépend jamais du regard de ceux qui sont incapables de la voir, même s'il s'agit de notre propre famille. Le parcours d'Amélie illustre parfaitement la résilience nécessaire pour s'épanouir dans une vocation souvent sous-estimée par la société moderne, où le succès est trop souvent réduit à des chiffres sur une fiche de paie. En choisissant l'enseignement, elle a choisi l'impact humain plutôt que le prestige matériel, et c'est précisément cette authenticité qui l'a menée vers une reconnaissance nationale que son entourage n'aurait jamais pu imaginer. La présence de la grand-mère, Marthe, joue un rôle crucial de mentor et de phare moral, montrant que le soutien d'une seule personne qui croit vraiment en nous peut compenser des années de négligence. C'est une leçon de vie sur la définition des limites personnelles et sur l'importance de se construire son propre cercle de reconnaissance, composé de ceux que l'on a aidés et de ceux qui partagent nos valeurs. Amélie n'a pas seulement gagné un prix, elle a gagné sa liberté émotionnelle en comprenant que le pardon et la réconciliation ne sont possibles que sur une base de respect mutuel et non de soumission aux attentes d'autrui. La fin de l'histoire, empreinte de sérénité plutôt que de triomphalisme, montre que la plus grande victoire n'est pas de prouver aux autres qu'ils avaient tort, mais de se prouver à soi-même que l'on est à sa juste place. Et vous, avez-vous déjà eu le sentiment que votre entourage ne reconnaissait pas la véritable importance de votre travail ou de vos passions, et comment avez-vous réussi à trouver votre propre validation malgré leur silence ?